Salut, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu à la dernière de la saison avant le congé des fêtes. Et aujourd'hui, M. Jean-Jacques Lapierre, qui est une véritable institution sur le territoire lavallois, ancien conseiller, membre également de TV Laval, sera avec nous. Il vient de recevoir un honneur en tant que bâtisseur. Mounia Abadi vient nous partager en tant que coach de vie des réalités qui vont quand même probablement se présenter chez vous, soit peut-être un peu de tension durant le temps des fêtes, comment vraiment peut-être l'éviter. Nick Aruntu, qui est annonceur maison du VC de Laval, sera avec nous pour nous partager les plus récents résultats de cette formation de hockey chez nous. Également, Marilyn Filion va nous parler des jeux d'évasion Immersia. Geneviève Deshôtels, qui est de Éduc-Alcool, va nous parler de sensibilisation à l'alcool durant la période des fêtes. Isabelle Demers, jeune autrice jeunesse, sera avec nous pour nous présenter ses deux livres et de parler aussi de littérature jeunesse. Également, il y a Richardson Zephyr, comédien, humoriste qui est originaire de Laval et derrière une campagne dont il est ambassadeur, sera accompagné de Michel Vallée. De même que Guylaine Archambault, qui est directrice du Musée de la Santé Armand Frappier, ici sur le territoire lavallois, viendra nous parler aussi d'idées sorties pour toute la famille durant la période des fêtes. De même aussi pour vous, Martine Larose, qui est de Survivor, viendra aussi nous parler également de son balado. Aussi plus loin, Nicolas Vincent Poirier vient nous faire son bilan du cinéma de l'année 2023. Et tout d'abord, Christine Pagé, qui est psychologue, discute avec nous de comment éviter cette charge mentale durant la période des fêtes. Bonne émission! On est à quelques jours de Noël et il y en a qui sont encore stressés, qui pensent ne pas arriver. Tu sais l'expression « on va tous arriver à Noël en même temps ». Ça demeure cliché, mais c'est totalement la même affaire. Après ça, quand tu arrives le 25 puis que les invités commencent à rentrer, on fait comme « ouf, je suis prêt, je suis arrivé, le sprint est passé ». Mais peut-être pour mieux traverser les quelques jours qui restent à franchir avant de frapper à la porte de Noël, il faut faire un peu le vide, puis on peut peut-être se libérer. Elle a des stratégies pour nous, les psychologues. Christine Pagé, salut. Oui, bonjour Alex. Cette fameuse charge mentale, là, on se l'impose tous ou à peu près. Hein? On essaie de ne pas adhérer à cette espèce de sprint-là ou d'état d'esprit-là, mais on dirait qu'on est tous fait pareil, les humains. On s'en impose tellement de pression sur les épaules pour être peut-être parfait à Noël. Exactement, oui, ça fait partie là, justement de mes stratégies par rapport au perfectionnisme. C'est sûr que quand le temps des fêtes approche, puis pour y arriver justement, ça augmente la charge mentale, peut-être principalement la charge mentale des femmes qui souvent vont organiser le souper, le menu, les cadeaux pour les enfants. Le fameux lutin, penser avant de se coucher à faire un tour au lutin là, jusqu'au 24 décembre. Donc, souvent, la charge mentale va augmenter pendant cette période de l'année. Est-ce que toi, tu te mets une charge mentale? Est-ce que justement, cordonnier un peu mal chaussé? Bien, c'est sûr que c'est moi qui organise. Moi, je reçois au réveillon le 31 décembre, réveillon du jour de l'an. C'est moi qui organise le menu, qui va faire l'épicerie, une bonne partie de la nourriture. Mais quoi que je demande aux invités quand même d'amener chacun quelque chose. Mais quand on reçoit, on en fait souvent plus, là, évidemment. Donc, oui, les décorations, le sapin, c'est pas mal moi qui fais tout ça. OK, quand même, on comprend. Mais justement, quels sont les trucs, les conseils pour libérer sa charge mentale que toi-même, tu mets aussi en pratique? Bien, je pense que la question de la planification, par exemple, planifier si c'est un repas qu'on reçoit ou si même on est en famille, mais on fait un repas un peu plus luxueux peut-être que d'habitude, bien, on peut le préparer, le planifier d'avance. Moi, c'est ce que je fais. Là, mon menu est déjà établi à peu près là, sur ce que je vais faire. Donc, ça peut être une façon... je ne sais pas si ça se fait encore les tirages au sort pour les cadeaux, mais c'est sûr que d'avoir acheté un cadeau pour le party de famille plutôt que 5-10 cadeaux, ça aide vraiment aussi à alléger, oui, la charge mentale, mais le portefeuille également. Surtout qu'on en a besoin ces temps-ci, là. Okay. Tout à fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Déléguer les tâches qu'on aime vraiment moins. Hein. Il y a toujours des choses qu'on aime moins faire. Je ne sais pas, ça peut être la bûche de Noël, ça peut être la balayeuse, peu importe, mais essayez de déléguer
éviter ce qu'on aime vraiment le moins là, comme tâche. Ce serait quoi, toi, que tu déléguerais, là? Mettons, là, on jase, là, on fait juste jaser. Qu'est-ce que tu délègues, là, parce que tu veux pas faire ça, là? Ben moi, j'avoue que je suis pas celle qui fait le plus de dessert. Fait que je vais essayer que mes invités amènent le dessert quand moi je vais recevoir. Je suis vraiment plus spécialité entrée et salade de mon côté. Donc, je délègue souvent le dessert. Mais peut-être, est-ce que de prendre, tu sais, là, on en a jasé un petit peu avant d'ouvrir la caméra puis de se parler ensemble. Mais là, tu me glissais que tu as une fille de 15 ans. Mais tu sais, prendre les enfants, les ados dans la maison puis les faire contribuer, participer en même temps, ça permet de passer un moment en famille aussi? Ben, exactement. C'est drôle que tu en parles parce que ma fille, elle, adore faire du dessert. Donc, c'est clair qu'elle va participer pour cette partie-là. Puis c'est drôle parce que dans mes suggestions, peut-être plus pour les femmes, pour les mamans, c'est ce que ça dit, celles qui ont des jeunes filles, des adolescentes qui aiment maquiller, coiffer, ben peut-être les utiliser aussi le jour même, se prendre un temps pour se préparer, se sentir bien quand les invités arrivent. Fait qu'utiliser nos ados qui aiment maquiller, qui aiment coiffer là, pour nous mettre belles ce jour-là, c'est une des stratégies, oui. Et bon, aussi dans d'autres options qu'on a dans le temps des fêtes, on dirait après avoir reçu, après avoir dit OK, bye-bye, parce qu'on le sait, ça fait plaisir quand ça arrive et quand ça repart, la visite. Et dans les deux sens, moi, c'est ce que toujours ma mère m'a dit. Mais tout ça pour dire que finalement, on doit prendre du repos. Puis il y a des gens, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte à quel point, durant la période des fêtes, ça sert à ça aussi de se poser, de se reposer aussi. Puis, tu as quand même des conseils là-dessus. Oui, tout à fait. C'est important de prendre du temps, c'est sûr, en dehors des soupers et puis des parties. Quoique quand on est invité ailleurs, bon, on travaille un peu moins, on peut amener un plat, on peut amener quelque chose. C'est un peu plus reposant, mais en dehors vraiment des soupers, là, je sais pas moi, le 27, 28, 29, là, des dates comme ça, peut-être en profiter pour se coucher même un peu plus tôt, hein, pas nécessairement là, ce qu'on appelle la procrastination du sommeil, qu'on fait souvent pendant notre année régulière, normale, pendant notre routine, de toujours gagner du temps, avoir du temps pour soi, puis se coucher à 11h, minuit, alors qu'on se lève à 6h le matin. Mais peut-être essayer de moins le faire. Hein? C'est pas parce qu'on est même en vacances, en congé, qu'on doit se coucher absolument à 1h, 2h du matin. On peut quand même aller se coucher un peu plus tôt. Oui, on peut faire la grasse matinée si on est en vacances, mais essayer de garder une certaine routine à travers le temps des fêtes, je pense que ça peut être aidant pour le retour en janvier quand on recommence. Est-ce que tu me permets de ne pas respecter ma routine de vie? Me lever à 3h30 du matin, là, moi, pour entre autres la radio, à chaque matin, je suis Morning Man. Je vais essayer de dormir un peu durant la période des fêtes. Est-ce que tu me donnes le droit de faire ça? Oui, tout à fait. Là, je comprends très bien que c'est vraiment toi, 3h30. Oui, oui. Quand même. Oui, c'est ça. C'est pas avoir, c'est ce qu'on appelle un peu pas avoir de vie, là. Je vais parler pour moi, là, se coucher à 8h et s'endormir les vendredis après une seule bière à 20h30 parce que t'as ta journée ou ta semaine dans le corps. C'est le genre de réalité qu'on peut vivre. Il y a certains qui ont peut-être des travails de nuit aussi, là, qui vont peut-être comprendre aussi. Alors, je suis quand même empathique. Mais, oui, je pense que tu peux te permettre de te coucher un peu plus tard et te lever un peu plus tard qu'à l'habitude. Oui, je vais écouter tes recommandations. Mais aussi, tu sais, est-ce que pour toi, c'est toujours nécessaire? Tu sais, on parle toujours de l'état psychologique, de l'état mental, la santé mentale, le bien-être aussi que ça apporte, de sortir à l'extérieur, de profiter de la lumière aussi, du soleil. Ça peut tellement faire du bien. Il y a des belles journées magnifiques là, qui nous attendent dans les prochaines semaines, là. Totalement. Bien, on le sait que d'une part, ça énergise, hein, d'aller à l'extérieur, au soleil, bon, avec le reflet sur la neige. On sait que ça énergise, ça nous donne de la vitamine D. On a grandement besoin, surtout dans les pays nordiques comme ici au Québec. On a besoin de vitamine D. C'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour tout. Donc, tout à fait, s'énergiser. Puis en même temps, il y a quelque chose d'apaisant, hein, marcher dans le bois, dans la neige, il y a quelque chose d'apaisant aussi là-dedans. Fait que si on est plus stressé, justement, en plus de charge mentale et tout, je pense que c'est vraiment une bonne façon de profiter des joies de l'hiver, là, malgré le froid. Oui, littéralement, mais il y a de magnifiques journées là, en partant d'où, là, ils vont y en avoir, c'est sûr, durant la période des fêtes. Sinon, on n'a fait que quelques kilomètres. Il y a un boisé dans notre quartier où il y a un parc, où il y a quelque chose, il y a un endroit où on peut... il y a plein de rivières aussi sur notre territoire, des mille-îles, des prairies, où il y a des magnifiques points de vue aussi. Alors, on en profite sur le territoire lavallois. Mais Christine, merci pour cette saison, ta contribution à notre émission. On se retrouve en 2024, assurément. Qu'est-ce que je dois te souhaiter pour 2024 côté vœux?
Ah, ben, c'est une bonne question. Fait que ça poursuit. J'ai vraiment eu une grosse année à me faire connaître, je dirais, en ligne, hein, sur la psy en ligne. Donc, ça se poursuit tout simplement pour continuer à offrir mes connaissances aux gens, dans le fond, parce que c'est sûr que c'est limité. En privé, je peux pas voir 40 personnes par semaine, ça serait trop en psychologie, mais de pouvoir partager mes connaissances comme je le fais ici avec toi, ben si ça peut aider les gens autrement, moi, c'est mon objectif dans tout ça. Fait que de poursuivre ce que j'ai commencé en 2023. Voilà. Ben, merci, on te le souhaite et à très bientôt là, pour continuer à jaser de psychologie ensemble. Merci beaucoup, Christine. Oui, merci. Puis joyeux temps des fêtes à toute l'équipe, à toi, à toute l'équipe. Merci, toi aussi. Monsieur Jean-Jacques Lapierre, qui est mon invité, on se connaît bien et je suis toujours aussi charmé de le recevoir, de le rencontrer. Bonjour, Monsieur Lapierre. Et bonjour, c'est un grand honneur de venir d'avoir une entrevue avec toi. Écoute, c'est formidable depuis le temps que... Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes animateur chez nous, chroniqueur à TV Laval environ. Oui. À peu près une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Les gens vous connaissent bien à l'écoute. Puis évidemment, peut-être pour ceux qui sont des nouveaux venus, des néo-lavallois, je vais le dire ainsi, mais vous avez été pendant 20 ans conseiller municipal. Implication aussi incroyable au sein de l'événement Plein Feu Art Visuel là, de Laval, dont vous avez été le président. Initiateur, je pense, de la dictée lavalloise. Il y a plusieurs éloges qui justifient votre honneur que vous avez reçu récemment. Oui, moi, je suis très fier d'un honneur qui m'a été donné parce que c'est de la reconnaissance et de la mémoire. La reconnaissance et la mémoire, c'est une vertu qu'on commence à oublier, hein, qui existe quasiment plus. Et puis faire ça, je l'ai toujours fait, moi, je peux mettre en évidence les artistes, la culture, l'histoire. J'ai toujours eu le temps de faire ça. Et puis, je suis content d'avoir reçu ce prix-là. Ben c'est ça, donc, on peut le voir sur la plaque ici. Donc, c'est la Fondation Culture Art et Visuel qui vous a remis Patrimoine Laval, qui ont reconnu votre travail, honneur et mérite en tant que bâtisseur. Mais pourquoi, pour vous, ça a toujours été important de soutenir la culture, les gens ici sur le territoire lavallois, de vous impliquer aussi, parce que c'est du bénévolat. Vous n'en avez pas nécessairement eu des dividendes sur le plan pécunier. Là. Donc, pourquoi c'était important pour vous de redonner? Bien, je pense qu'il faut mettre en valeur les gens, le talent lavallois. On a beaucoup de talent, puis ils n'ont pas d'occasion de se mettre en valeur. Et alors, les faire connaître, c'est important. Et puis, donc, ça produit beaucoup des effets. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ont été mis en valeur par rapport à vos événements. À nos événements. Alors, ça a été important, oui. Et est-ce que sur le plan personnel, si je comprends bien que la paye n'est pas venue sur le plan pécunier, mais sans doute sur le plan humain pour vous? Oui. Vous avez fait des belles rencontres, vous avez eu des partages sûrement inestimables. Écoutez, des gens que les gens connaissent pas. Par exemple, dernièrement, j'avais M. Jean-Paul Champagne. On lui doit la Maison des Arts. Et la Maison des Arts, ça s'est décidé seulement sur une poignée de main. OK? Alors, mais lui, il nous rappelle ça. C'est lui qui, au début, qui a beaucoup aidé Laval pour les bibliothèques. Alors, c'était pas connu, ça. On fait connaître, à un moment donné, la culture. Et puis, l'effort des gens, c'était la reconnaissance. Aux gens qui nous ont bien aidés. Et on m'a glissé à l'oreille que vous êtes un passionné de photos. Est-ce que c'est vrai que le chiffre de 15 000 photos que vous avez pris, ça a peut-être monté depuis les derniers temps que j'ai lu ce communiqué-là, mais est-ce que c'est vrai? J'en produis, moi, oui, beaucoup de photos. De quel genre? Toutes les photos des événements qu'on avait, même que on m'appelait un petit peu Kid Kodak. mais les journaux m'aidaient beaucoup. Les journaux locaux m'aidaient beaucoup. Ils produisaient beaucoup des événements. J'étais présent à beaucoup d'événements. Et puis, les journaux locaux produisaient des événements. Même qu'un chef de cabinet d'un maire avait été se plaindre que j'avais plus de photos que le maire. Alors, c'est lequel maire? J'ai ma mémoire. Oui. Ma mémoire fait défaut aujourd'hui. Je comprends. Mais en même temps, j'imagine que vous avez justement ces photos-là, sûrement aussi d'événements, mais de lieux sur le territoire lavallois. Donc ça c'est. Est-ce que vous avez l'envie de vouloir le partager en archives, au patrimoine lavallois? Je sais pas, est-ce que vous avez cette envie-là aussi de redonner? Absolument. Parce que l'histoire ne m'appartient pas, elle appartient pas à personne. L'histoire appartient à tout le monde. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir, à un moment donné, mes aïeux sont du premier colonisateur de Ville-Laval,
mon aïeul, la première colonisatrice de Ville-Laval. Oh, wow. Et puis, disons que je chante ça. Ma grand-mère, c'est une Charbonneau et ma grand-mère, une Perron. Alors, c'est pour vous dire que j'ai la passion, l'intérêt aussi, puis la connaissance du milieu. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui a connu Marc-Aurèle Fortin, mais j'ai eu chance là, de le rencontrer, moi, Marc-Aurèle Fortin. C'est assez incroyable. Ça. Et vous aurez, vous avez bientôt l'âge vénérable de 87 ans. 87 et vous vous ans, impliquez encore à votre âge. C'est inspirant. Dites-moi, quel serait ce message que vous désiriez lancer aux gens s'ils peuvent s'impliquer, s'ils peuvent donner du temps? Je sais qu'il y a tellement d'organismes qu'on reçoit à cette émission qui recherchent des bénévoles. Alors, vous êtes, j'ose dire, la preuve qu'on peut le faire à tout âge. Là. Le bénévolat, c'est important. C'est important, puis c'est tellement valorisant. Écoutez, à mon âge, à un moment donné, on a moins d'amis qu'on avait, ils ont disparu. Alors, si j'avais pas le bénévolat, les connaissances, ce que j'ai, la vie vaut absolument rien. Alors, c'est valorisant, puis tu as la chance peut-être de se sentir utile, tu sais, quand on donne du temps, on a l'occasion, c'est gratifiant peut-être. Encore aujourd'hui, c'est très gratifiant. On est un groupe de personnes âgées qui se rencontrent, une vingtaine. Et puis, tout ce qui ressort de ça, à un moment donné, toutes les rencontres qu'on a faites. Bon, j'ai rencontré Camille Wood. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Un autre, à un moment donné, a rencontré Hubert Reeves. J'ai rencontré Hubert Reeves. Wow. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ces chances-là d'avoir ça. Alors, chacun de nous autres nous apporte des faits nouveaux, puis des connaissances, puis des actions qu'on a passées. Bon, si je vous parle du Centre de la nature, à un moment donné, toute la scène du Centre de la nature, comment c'est arrivé, il y a toute une histoire à raconter. Bien, il faudra vous réinviter parce que, pour vrai, on aurait tellement de choses qu'on aurait pu jaser ensemble, mais je prends les précieuses secondes qui nous restent juste pour vous dire bravo pour votre implication. Merci. Et merci d'être toujours impliqué au sein de TV Laval, toujours à votre âge. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Ben, c'est un plaisir pour moi. Joyeuses fêtes pour vous, M. Lapierre. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu sais, ce sourire hein, qu'on souhaite à tous durant la période des fêtes, ça pourrait être tellement léger, puis être tellement facile, être si simple, puis des fois on se complique la vie. Comme, OK, là, cette année, le 24, c'est chez nous, le 25, c'est chez vous, puis là, le 1er, puis le 31, c'est moi qui reçois. Il arrive encore, même si on a 20 ans de couple, 15 ans de couple, il y a encore ce genre de conversations-là qui peuvent être parfois tendues avec des proches, puis avec des membres de notre famille. Puis, elle a bien compris que c'est une réalité que je vis encore, même si j'ai lâché prise. Ma chère Mounia Abadi, salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très content que tu amènes ce sujet-là parce que c'est pour moi encore une réalité cette année. Oui, bien c'est palpable, puis on le sent avant les fêtes. Les gens stressent déjà avec cette réalité-là. Est-ce que c'est de quoi que toi tu vis ou que tu as vécu? Moi, je l'ai vécu dans le passé, mais maintenant, je suis séparée, puis c'est le 24, mes enfants sont avec leur grand-mère paternelle, puis le 25, bien, c'est chez mes parents, puis ça a tout le temps été comme ça, puis c'est correct. Mais cette réalité n'est pas toujours là, puis à un moment donné, les enfants vont avoir des chums, des blondes, puis là, ben ça va grandir. Ouais. Donc, la réalité, elle est là, puis elle s'en vient, c'est palpable. Je sens que ça s'en vient. Puis, tu sais, je ramène le cas concret de toi parce que là, tu es séparé, puis des fois, les enfants, la garde partagée, là, on s'obstine, OK, c'est moi qui vais l'avoir le 25, puis que ça amène ça aussi. Puis les enfants, c'est eux qui écopent aussi également. Puis là, comme tu dis, ils grandissent, à un moment donné, se rendent compte aussi de cette situation-là dont ils sont les principales concernés aussi. Tout à fait. Puis à un moment donné, ils ont le choix. Puis des fois, ils décident eux-mêmes de ne pas venir aller. Puis c'est les grands-parents qui sont touchés le plus souvent dans ces situations-là. Puis comment éviter ça? Comment? Il y a des compromis à faire comme dans un couple, comme dans une amitié, comme au travail. Tu sais, à un moment donné, il faut, premièrement, avoir la motivation pour y aller. Il y a des gens qui disent « Non, j'y vais pas, c'est trop compliqué, ça finit toujours mal. » Souvent, la motivation, c'est comme dans tout. Tu sais, quand tu n'as pas envie d'aller t'entraîner, il faut que tu trouves une motivation pour y aller t'entraîner. Puis après, tu te sens bien, puis tu sais, un résultat positif. Ouais. Donc, souvent, ça va être les parents et les grands-parents, le motivateur, ou ça va être les enfants qui vont retrouver, dans le fond, leurs cousins puis leurs cousines. Une fois qu'on passe par la première motivation, bien, la deuxième chose, c'est se dire, bien, je vais lâcher prise sur le besoin d'avoir raison, Alex. C'est pas aux réunions familiales du temps des fêtes
que vous allez régler quoi que ce soit, je vous le dis, c'est vraiment pas là que ça va se passer. Et évitez l'alcool si vous savez aussi que... Non, mais ça demeure encore là, cliché, mais évitez l'alcool si vous savez que vous êtes du genre de personnes qui ont des comportements plus agressifs ou peut-être plus particuliers lorsque vous avez de l'alcool dans le sang, un peu trop d'alcool dans le sang, là, surtout. Là. Aussi. Puis l'autre chose, c'est banal comme stratégie, mais c'est très aidant de se rappeler de quand on est en conflit ou en froid avec quelqu'un, ben de ne pas s'asseoir face à la personne. Donc, si on a le choix où est-ce qu'on peut s'asseoir à la table, ben de s'asseoir de côté, c'est vraiment éviter la confrontation. Puis quand on a un froid, ben on ne devrait pas être assis de cette manière. Ou d'éviter de se retrouver aussi, tu sais, ne serait-ce que on est dans le salon, par exemple, de ne pas s'éviter d'être assis côte à côte, mais aussi d'avoir des personnes qui ont des bons tempéraments, qui sont là pour faire les médiateurs. Il y a de ces gens qui ont une force tranquille, puis juste leur présence fait en sorte qu'il n'y a rien qui va se passer côté discussion vive ou qui pourrait déraper. Là. Tout à fait. Puis c'est le fun que tu mentionnes ça. Il y a tout le temps des gens qui ont ce rôle-là dans la famille. T'sais, on a le clown, on a des fois le plus âgé qui est comme plus, il y en a un qui est comme plus médiateur. Donc oui, il y a tout le temps des gens dans la famille qui ont une certaine énergie. On parle souvent d'énergie qui est plus apaisante. Donc, essayer de... Tu sais, oui, c'est de la fuite, je le confirme, c'est une forme de fuite, mais il y a des moments où est-ce que c'est nécessaire de prendre cette fuite-là. Puis le discernement, c'est un autre point qui est important, c'est d'essayer de ne pas rentrer dans tes émotions, puis vraiment d'y aller avec un esprit un petit peu plus logique. Puis quand tu vois que ça commence un petit peu à exploser, de quitter, tout simplement, avant que ça finisse en grosse chicane puis que tout le monde ait un peu l'impact de cette situation-là. Oui, de se retirer. Puis peut-être, est-ce que avant même qu'on en arrive là, qu'on se dise, OK, je vais essayer d'être ouvert, tu sais, d'avoir une certaine ouverture également, ça peut aussi aider, là, je veux dire, en amont. Là. Tout à fait. Mais le troisième point, c'est vraiment l'écoute. Tu sais, essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe derrière le comportement. Je l'ai dit, puis je le répète souvent, le comportement, c'est le symptôme. Tu sais, il y a quelque chose en dessous. Puis une personne qui est fâchée, puis frustrée, puis qui est toujours sur ton cas, ben, elle vit quelque chose. Ça ne veut pas dire subis, puis laisse-toi faire, mais d'avoir une certaine empathie pour l'autre personne, puis de dire, regarde, peut-être que ça va pas bien au travail, peut-être que ça va pas bien dans son couple, puis c'est leur façon de, tu sais, projeter tout ça, tout en ayant des limites. Mais, tu sais, arrêter d'essayer d'avoir raison, surtout dans un moment qui est supposé d'être festif puis familial. Rassembleur. Puis moi, je me dis aussi, parce que c'est déjà arrivé dans une situation, à un moment donné, c'était pas moi le principal concerné, mais j'étais dans mon ancienne belle famille avec une ancienne conjointe. Elle était à couteau tiré avec sa sœur. Puis la façon qu'on avait trouvée, c'était de jouer à des jeux. Parce que ça permet, puis tu sais, des fois, justement, quelqu'un qu'on connaît moins ou qu'il y a une situation, on la découvre peut-être sous un autre angle, le côté, tu sais, bon joueur, puis on n'est pas seul en équipe non plus avec elle, là, donc tout ça peut amener un moment quand même plus léger aussi, une période plus légère pour les gens qui sont sur place. Là. Oui, puis c'est tout le côté enfantin, donc on sort du contrôle puis de l'ego, puis on s'en va un peu dans le côté qui est plus le jeu. Par contre, attention à tous ceux qui ont l'esprit compétitif, là, ça peut avoir complètement un autre c'est ça. impact. C'est ça. Moi, puis... je le sais, moi je le vis ça dans ma famille. Avec mon frère qui a un esprit extrêmement compétitif. Il est-tu mauvais perdant? Vraiment. Ah oui? Okay. Mais c'est une réalité qu'on connaît puis on trouve ça drôle. Mais à un moment donné, ce que je fais dans cette situation-là, c'est que je me retire. Tout simplement. C'est pas là que je vais avoir une conversation avec mon frère par rapport à un jeu, puis comment les règles, puis tout. Je fais tout simplement. Il n'est pas en état de toute façon. Non, non, puis c'est correct. J'ai fait la paix avec ça, puis j'ai lâché prise. Le besoin d'être comme, ben non, c'est pas ça les règles ont changé tout à coup. Oui, effectivement. Puis le dernier point qui est super important, que je vous incite à faire, c'est de faire une introspection sur vous après ces réunions familiales. Parce que ces situations de conflit sont là pour, dans le fond, mettre la lumière sur peut-être un travail que nous, on a besoin de faire avec nous-mêmes. Donc, j'incite beaucoup les gens, après ces moments familiaux, de se poser la question « Comment je me suis sentie et pourquoi? Puis qu'est-ce que je pourrais faire différemment? »
la prochaine fois. Et ne tombez pas dans la comparaison parce que aussi va arriver la fin de l'année, va arriver, puis là je déroge un peu de notre conversation parce qu'on a encore un peu le temps ensemble, Mounia, mais il va arriver le bilan de l'année. Donc, c'est une sorte d'introspection. Puis par la suite, il y a toujours cette tendance, cette mode des gens de marquer sur les réseaux sociaux avec une belle photo d'eux, un beau texte pour résumer leur année, faire part de leur résolution pour la prochaine année. Mais à chaque année, là, je l'avoue, là, moi, le premier, je vois des photos, je vois des mots, je vois des... je me dis, wow, OK, c'est tellement bien résumé. Je me mets une pression pour trouver la phrase ou la bonne chose pour ne pas non plus me répéter moi-même de l'année auparavant. Oui. Puis cette année, j'ai décidé de ne pas en faire, tout simplement. C'est parfait. Puis une autre façon de le voir, c'est à la place de se projeter sur l'année 2024, ben moi, je vous incite à regarder tout ce que vous avez accompli en 2023 puis mettre l'emphase sur ça. À la place de vous projeter dans le futur, c'est correct de se donner des résolutions ou des buts à atteindre, 2024, mais on peut-tu aussi se flatter puis se dire « Hey, félicitations pour ce que tu as fait en 2023 ». Ben oui, parce que je pense que ni plus ni moins, c'est au quotidien. Parfois, c'est un projet qu'on vient de terminer, c'est un voyage qu'on a comme objectif avec l'être aimé, par exemple. Puis ça, c'est cyclique, c'est dans une période de temps donné. Moi, j'ai fait un marathon. C'était mon ambition, mon objectif que j'ai réussi par moi-même. Et non plus, je passe pas par une résolution ou une forme de bilan parce que à travers cet événement-là. Puis tout l'entraînement que j'ai eu en amont, ça a été pour moi une façon de le faire en avance. Puis je le faisais de manière quotidienne et de manière même hebdomadaire à m'analyser, à revenir un peu faire le bilan de ma semaine au terme de l'entraînement, mais tout l'état d'esprit aussi derrière. Psychique et avec la psyché, effectivement, que j'avais à ce moment-là. Mais aussi, c'est que je me dis que c'est pour moi, tu sais, je l'ai fait, comme je disais, pour moi et j'ai tellement mis de côté des relations sociales. Je croyais que j'avais de la place dans ma vie pour avoir quelqu'un, une blonde, ce qui n'était pas le cas parce que je focalisais totalement sur ce que je voulais accomplir. Fait que là, justement, j'ai déjà pris ma résolution, c'est de laisser place plus aux gens que j'aime et leur accorder plus de temps en 2024. C'est ça vers quoi je veux aller. Fait que déjà, ma résolution est prise. Fait que j'ai pas besoin de me mettre de pression pour 2024. Non, puis énergétiquement, si tu le vibres, c'est exactement ce qui va arriver. Sans que tu aies à faire des efforts, ça va juste se placer devant toi. Ouais. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey, je te souhaite une très belle année. Joyeuse fête à toi aussi. Tu es déjà dans le mode festif. Oui. Alors, on te souhaite un joyeux temps des fêtes à toi et à toute ta famille. Merci à toi aussi. Merci. On prend des nouvelles de notre équipe ici sur le territoire lavallois qui fait partie de la Ligue de hockey junior 3A, soit le VC de Laval. Les annonceurs maison au Colisée lors des matchs à domicile, c'est Nick Arontou qui est de retour avec nous. Salut! Bonjour Alex. Séquence incroyable pour le VC. 12 victoires, 0 défaite, 1 défaite en tir de barrage au cours de nos 13 derniers matchs. Et pourquoi? On explique ça comment, là, cette magie qui opère? Travail collectif, c'est vraiment... Est-ce que c'est pas juste le Père Noël qui approche? Là? Non. OK. Non. Puis même l'annonceur maison qui a une barbe qui s'enligne pour devenir le Père Noël, non, c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est vraiment un travail collectif, un travail colossal, une séquence incroyable. Juste pour te rappeler, le 20 octobre dernier, on était, parce qu'on en avait parlé récemment, on sortait d'une séquence de 3 défaites consécutives. Depuis ce temps-là, 12-0-1, 13 derniers matchs, 25 points sur une possibilité de 6. On parle de 6 victoires consécutives sur la route. 6 victoires, aucune défaite, 1 défaite en prolongation, en tir de barrage à domicile. Fait qu'autant sur la route qu'à domicile, la troupe se porte bien. Se porte très bien. Puis notre défaite, c'était au terme d'une séquence de 3 matchs en 4 soirs. On l'a perdu en tir de barrage. Donc, vraiment une séquence incroyable. Moyenne de buts marqués par match, 5. On en accorde 2,6. Donc, c'est un très beau cadeau de Noël à donner aux partisans et aux joueurs aussi. Là. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était prophétique, mais tu avais dit lors de notre dernière chronique, la Ligue ne parle pas de nous. Et là, ça a changé. Là. Ça l'a changé drôlement. Je me suis réveillé le 12 décembre dernier avec un article, le premier article sur le site de Ligue Junior, Ligue de hockey junior 3 du Québec, qui parle du VC qui est en première position au classement général. La veille, le classement est sorti au niveau de la Ligue de hockey junior canadienne. Donc, on parle toutes les ligues. Oui, exact. Le VC se retrouve dans le top 20, en fait 17e. La Ligue donne aussi des mentions honorables. Fait qu'on arrive, nous, dans le top 20 avec une mention honorable.
Je vais mentionner aussi qu'il y a 3 clubs qui ont reçu une mention honorable du côté de notre ligue. On parle de l'Everest de la Côte-du-Sud, les Panthères de Saint-Giron puis les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Par contre, nous sommes la seule équipe québécoise dans le top 20. Hey, c'est incroyable, on est content. Puis quand on regarde les autres équipes ou les autres ligues, est-ce que le calibre, tu sais, il y a souvent eu une sorte de prétention que les ligues québécoises étaient plus faibles. On disait les Bœufs de l'Ouest, puis le style de jeu est plus physique dans l'Ouest. Est-ce que on peut penser que le VC, si jamais on rencontre une équipe de ces autres ligues-là, du même calibre, là, qui est, comme on le disait, on peut rivaliser avec les autres équipes à travers le pays? J'ose croire que oui. En fait, ça va être ma découverte pour la prochaine année, de voir un peu comment ça se joue dans les autres ligues à travers le pays, voir le calibre, parce que je dois t'avouer, je le connais très peu. Ça a été une très belle surprise pour nous d'être classé, d'être entré dans ce classement-là. Je te dirais que c'était pas sur notre radar, mais à l'approche des fêtes, écoute, on ne pouvait pas demander. Mais ça ajoute de la confiance aussi. Là. Ça ajoute énormément. C'est ça. Puis tout ça, c'est aussi enclenché, on en a parlé un peu, mais tu sais, Bobby Dallas qui est arrivé, des hommes de hockey d'expérience aussi, ça amène... Tu sais, on sait que la confiance amène la confiance. Là. Quand on est bien dirigé, quand on a confiance en notre personnel d'entraîneur, souvent les joueurs achètent le plan de match aussi. Moi, je le vois. Je passe un peu plus de temps avec les joueurs, un peu avec le coaching staff aussi. Puis, c'est sûr qu'avec l'arrivée de Bobby Dallas, ça a resserré notre défensive. Nos gardiens de but performent mieux. Puis, je vois aussi le lien qui s'est tissé entre les joueurs et l'entraîneur-chef Michel Barrette qui mérite sa part de brio, puis peut-être de bravo là-dedans. De bravo, là. exactement. Ouais. Comme je te dis, c'est un ensemble, c'est toute l'équipe qui travaille bien. Tu l'as bien dit, le message est bien acheté, puis tout le monde adhère. Même si c'est pas des games faciles, c'est pas tout le temps des games les plus excitants par moment, l'équipe trouve toujours un moyen de bien performer. Puis de gagner aussi. C'est ça aussi l'important. On va se le dire, ah non, c'est pas important de gagner. Non, à un moment donné, on est dans le sport, on est compétitif, on veut gagner en bout de ligne. Je pense que ça, c'est pas non plus cliché de l'avancer. Et là, il va y avoir une pause avant les fêtes, là, pour les fêtes, c'est-à-dire, mais avant les fêtes, donc dernier match ce dimanche. Dimanche, à 13h30 au Colisée Laval, on joue contre l'équipe avec qui on se bat pour la première place, donc l'Everest de la Côte-du-Sud. Ils viennent nous rendre visite et c'est le dernier match avant la pause des fêtes. Premier match au retour des fêtes, premier match à domicile le 7 janvier. Encore une fois, on va jouer contre l'Everest. Non, je vais me corriger. En fait, c'est le 5 janvier, vous serez sur la route. On recommence sur la route contre l'Everest. Prochain match à domicile, c'est contre Joliette le 7 janvier. Alors, de retour à domicile, pour ceux qui sont des partisans du VC, c'est à retenir à votre agenda le 7 janvier au Colisée, mais on peut suivre bien sûr sur le site Internet en temps réel les résultats du match aussi, là, quand il est question là, des matchs sur la route aussi. Là. Je sais que c'est mis à jour là, quand même assez régulièrement si on veut suivre les faits et gestes de notre troupe, les VC de Laval. Qu'est-ce que je souhaite pour... c'est ma question, cette dernière émission de la saison pour 2023. J'imagine la coupe, les grands honneurs ou je vais te le laisser en 2024? OK, parce que c'est superstitieux. Moi, je suis superstitieux. Okay. De nature, je le suis, je l'avoue. Moi, je souhaite la santé à toute l'équipe, aux joueurs. Tu vois, on regarde les bobos qui commencent à ressortir. Ils ont joué beaucoup de hockey. Je souhaite la santé. Puis si le club arrive en santé dans les séries au printemps, mais ça pourrait être très, très, très intéressant. En tout cas, on vous souhaite au moins de poursuivre cette séquence victorieuse. Ça garde, de base, si je peux pas sauter la coupe, là, moi, beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires en 2024, puis on sera là en 2024 aussi de retour pour justement se jaser de hockey et du VC de Laval. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, Nick. Un joyeux temps des fêtes à toi, tes proches, à toute l'équipe ici. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour notre club. Puis on se revoit après les fêtes. On se voit au Colisée. Merci. On dit souvent que pour tester votre couple, il y a le meuble Ikea, mais il y a peut-être aussi Immersia sur le territoire lavallois, entreprise chez nous, qui a aussi pignon sur rue à Boisbriand, mais ça provient de la même famille, même équipe aussi de propriétaires. Elle est d'ailleurs l'une des copropriétaires, c'est Marilyn Filion qui est avec nous. Salut! Salut, ça va bien? Bien, ça va très bien. Est-ce que je me trompais? Mais il me semble que ça doit être un jeu d'évasion, un bon test pour un bon test pour le couple, mais en même temps,
quand ça marche, c'est merveilleux, mais oui, ça arrive souvent qu'on est témoin de quelques petits accrochages entre couples, mais dans la majorité du temps, ça se passe bien. Ça veut dire régler vos affaires. Si vous n'avez pas réglé, si vous avez une chicane de pas régler, allez pas tout de suite dans le jeu d'évasion. Il faut arriver là, l'esprit libre et avoir le goût de bien s'amuser, c'est pas une compétition. Bien, justement, regarde, on blague un peu, mais qu'est-ce que c'est un jeu d'évasion comme vous proposez? Bien, en fait, c'est dans une pièce thématique. Donc, vous allez devoir résoudre une série d'énigmes, de puzzles, afin de soit vous évader, soit d'atteindre un objectif, soit d'accomplir une mission. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Toujours dans une thématique qui est bien définie. Est-ce qu'il y en a pour adultes, d'autres pour famille-enfants, quand je pense à ça? Exactement. On a différentes thématiques. C'est certain, ceux pour enfants sont un peu plus faciles, un peu plus ludiques. Et on en a d'autres qui sont même 16 ans et plus, où le facteur peur va venir un peu ajouter à l'expérience. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez Laval, vous avez Boisbriand, et vous proposez deux choses différentes, je pense, dans ces deux lieux. Là. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, on a 4 scénarios à notre succursale de Laval et 4 scénarios à notre succursale de Boisbriand, donc des expériences qui sont complètement différentes. Et évidemment, durant le temps des fêtes, c'est une belle alternative. Je pense qu'on cherche à occuper nos familles, nos enfants. Là. Bien entendu, c'est une belle suggestion qu'on peut faire. Mais moi, je me disais, comment on bâtit ça, un scénario? Est-ce que c'est long, échafauder un scénario de... Oui. Ah oui? Bien, souvent, l'idée de base va venir rapidement. Mais une fois que l'idée est découverte, là, il faut enrober tout ça d'énigmes, de découvrir l'histoire, parce que nous, chez Immersia, on met vraiment beaucoup d'emphase sur l'histoire. Donc, de comprendre ce qui se passe, et tous les énigmes vont avoir un lien avec cette histoire-là, justement, qu'on développe. Mais on calcule environ toujours un 6 mois là, pour du début jusqu'à la fin de l'expérience, là, pour la conception jusqu'à la réalisation. Puis de passer à un autre. Puis ça, selon les saisons, tu sais, des fois, il y en a qui proposent des trucs d'Halloween, par exemple, selon la saison. Ouais. Est-ce que vous y allez? On adapte un peu les scénarios qu'on a à notre thématique. Comme par exemple, pour l'Halloween, ben, il y a peut-être des personnages qui vont se retrouver à l'intérieur des scénarios. Mais sinon, c'est les mêmes histoires là, qui se déroulent peu importe les saisons. OK. Et admettons que moi, je suis poche. Puis, non, ben, mettons, parce que règle générale, est-ce qu'à un moment donné, là, ça arrive que si je prends trop de temps là, à résoudre l'énigme, dans le sens qu'au lieu de prendre 3 heures, là, il y a un groupe qui attend ou on ralentit le groupe là, un petit peu, maintenant, est-ce que vous les aidez un peu? Bien sûr. Nos maîtres de jeu sont des experts pour essayer de voir qu'un petit peu, là, il y a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir avancer dans le jeu. Bien, c'est sûr qu'on va venir vous donner un coup de pouce. Mais toujours en vous faisant passer pour quelqu'un de très intelligent. Ça, c'est super. Ah, j'aime ça. Donc, est-ce que ça peut être aussi selon, par exemple, une thématique qui va être plus de joueurs, moins de joueurs? Oui. Ça va être selon Oui, exactement. On a des scénarios qui peuvent aller jusqu'à 8 personnes à notre succursale de Boisbriand. Donc, c'est des scénarios qui sont beaucoup plus grands en termes de pieds carrés. Mais sinon, je vous dirais que le chiffre idéal, c'est entre 4 et 6 joueurs pour vraiment que tout le monde soit impliqué, que la distribution des tâches soit agréable. Donc, c'est ce qu'on recommande là, comme nombre de joueurs. Intéressant. Toujours possible de réserver en tout temps? On peut le faire? Absolument, de réserver directement sur notre site Web. C'est sûr que pour le temps des fêtes, les places se réservent rapidement. Ouais. Donc, si vous avez envie de venir nous voir, c'est sûr que de réserver, c'est essentiel là, pour pas vous butez une porte close ou du moins que ce soit complet. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que depuis, est-ce que gère, mais ça fait quand même un certain temps qu'on en a sur le territoire québécois, mais j'ai comme l'impression depuis peut-être de 5 à 7 ans, peut-être, là, un peu avant la pandémie, là, ça s'est beaucoup développé. Absolument. On explique ça comment, selon votre... C'est une activité qui a tranquillement fait son chemin. C'est sûr que après la pandémie, là, on était en essor avant la pandémie. Ça a peut-être freiné un petit peu, mais c'est une activité qui permet d'impliquer tout le monde. Pas nécessairement besoin d'avoir des capacités physiques spécifiques. Donc, c'est vraiment une activité qui s'offre, qui est disponible pour tout le monde. Donc, je pense que c'est ce qui en fait l'engouement. Il y a eu le film aussi, qui vient aussi donner un petit peu plus... Oui, c'est ça. Donc, ça agrandit la communauté de joueurs. Puis, on peut le faire en groupe de travail. Tu sais, là, c'est la saison des parties de bureau. Oui, on en a plusieurs. Ah oui, pour vrai? Oui, on a plusieurs gangs de bureau qui viennent tester leur cohésion d'équipe dans nos jeux. Toujours dans la bonne humeur, c'est sûr. Mais oui, ça peut être une bonne activité
de team building. Oui, c'est ça, de construire un esprit d'équipe. Sauf que, encore là, on disait tantôt, s'il y a des collègues qui ne sont pas réglés, c'est peut-être pas de mettre dans la même équipe, j'ose dire. Là. Ou bien, ça va peut-être tester, puis justement, trouver des façons de bien fonctionner. Jacques est derrière la caméra, je sais pas, mon Jacques. Non, je t'aime, c'est plein d'amour. mais on invite les gens, donc tous les liens sont au bas de l'écran. Oui, absolument. De joyeuses fêtes. Merci beaucoup à vous aussi. Certainement. À toute votre belle gang aussi des Jeux d'évasion, soit Immersia, Laval, qu'on recevait. Donc, Marilyn Filion, qui en est l'une des copropriétaires. On est à quelques jours du temps des fêtes, ce qui veut dire des rassemblements familiaux, beaucoup de parties, du beau monde, contexte festif, mais je sais et vous savez qu'il y a plusieurs bons réflexes qu'on doit adopter et elle est là pour nous les rappeler avec aussi une campagne qui a été menée par Éduc-Alcool. Elle est la directrice générale d'ailleurs d'Éduc-Alcool. C'est Geneviève Deshôtels qui est avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour! Merci d'être avec nous. La récente campagne que vous avez menée chez Éduc-Alcool, se questionner, c'est trouver sa juste mesure. Quelles ont été les réflexions et les discussions que vous avez constatées que ça a engendré suite au lancement de cette campagne? Bien, en fait, on s'est rendu compte que les gens attendaient ce genre de campagne-là qui venait mettre en lumière le fait que la non-consommation d'alcool, on devrait la normaliser. Personne qui choisit de pas boire pour un soir, un mois, une vie, ne devrait devoir se justifier. Au même titre que quelqu'un, par contre, qui choisit de consommer de l'alcool ne devrait pas non plus avoir à justifier. On peut-tu laisser les gens vivre et respecter leur propre choix? En fait, c'est ça l'objectif de la campagne, autant d'un côté comme de l'autre. Et là, bien sûr, on a notre nouveau guide là, pour des événements rassembleurs réussis et responsables qui vient, j'ai envie de dire, supporter ce fait-là aussi. Et dans ce guide, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on retrouve des trucs et astuces pour les organisateurs d'événements, que ce soit pour les parties de bureau de Noël, on est dans cette saison-là, mais tout au long de l'année, que ce soit pour des événements caritatifs, des tournois de golf, des colloques, des congrès, référez à ce guide-là de façon à pouvoir, dès l'invitation, avoir ce qui sont les meilleures pratiques pour inviter vos gens à réfléchir dès le départ à comment je vais y aller à l'événement, puis comment je vais revenir. Au lieu de, souvent les gens nous appellent chez Éduc-Alcool, ils disent « Avez-vous ça des alcotests? Parce qu'on fait un événement. » Il est trop tard rendu à l'étape de l'alcotest. Quand les gens ont les facultés même affaiblies, voire leur jugement altéré, ils font l'alcotest puis ils nous disent, ben oui, ils disent en général, « Ça ne marche pas cette affaire-là. » ou « Je vais attendre 1 heure, je vais être correct. » Et non, dès le départ, tu t'en vas à un événement, il va y avoir de l'alcool, tu as envie d'en prendre. Parfait. Ouais. Comment tu vas y aller? Comment tu reviens? L'autre chose qu'on dit aussi dans ce guide-là, entre autres, c'est d'avoir des options de sans-alcool qui soient visibles, que ça soit pas gênant de demander un cocktail sans alcool si on est chauffeur, chauffeur désigné, ou si tout simplement, ce soir, ça nous tente d'alterner entre boissons alcoolisées ou non alcoolisées, ou clairement qu'on ne prend pas d'alcool. Oui, parce qu'il y a encore cette pression sociale, hein? Et surtout, là, on se retrouve dans un contexte festif. Là, je veux dire, le temps des fêtes, là, il y a encore la pression sociale d'avoir quelque chose à la main, d'alcooliser, puis de participer au mouvement, de participer à la fête aussi, là. Effectivement. Puis quand on creuse un peu, quand on dit, bien, le verre à la main, es-tu obligé d'avoir de l'alcool dedans? Les gens nous disent, non, pas vraiment. Bien, je dis, bien, bonne raison pour alterner entre boissons alcoolisées et non alcoolisées. Comme ça, vous aurez un verre à la main, vous allez faire partie de la fête. Il y a tellement d'options aujourd'hui que si vous êtes organisateur de party, ou même si vous recevez à la maison, les mêmes conseils s'appliquent. Ayez de la bière, du cidre, du vin, des spiritueux et du sans-alcool. Vous offrez ça sur le même ton, là. Tu sais, c'est pas « j'ai du sans-alcool ». C'est pas ça l'idée. C'est vraiment juste d'offrir un choix, puis vos invités vont vous dire « Ah, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Parfait, je te sers ça, puis bonne soirée. » Ah oui, puis sinon, de nous-mêmes apporter nos trucs aussi. Je veux dire, à un moment donné aussi, on est capable de se responsabiliser soi-même, puis d'apporter nos propres consommations sans alcool, puis d'avoir la possibilité de faire nos propres choix aussi. Tu l'as tellement bien dit. Puis vous avez quelque chose à proposer qui est intéressant aux gens qui nous écoutent, parce que le verseur de verre standard, on sait que les formats ont changé. Les bières, c'est rendu du 473 millilitres, du 500 millilitres avec les formats de cannes. J'y vais pour la bière, mais c'est le cas dans bien d'autres aussi consommations d'alcool. Qu'est-ce que c'est ce verseur de verre standard?
C'est un outil qu'on a sur le site d'Éduc-Alcool qui est très intéressant. Vous savez, vous allez à la SAQ, votre vin préféré, il y a combien de pourcentage d'alcool dedans? Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de regarder. En moyenne, c'est 13 Donc, il y en a 12, il y en a 13, puis il y en a 14. Hein? Ouais. Alors, en fonction du pourcentage d'alcool, vous devinez que votre verre standard va varier. Oui, mais de combien? Allez sur le site, vous rentrez le type de consommation, le pourcentage d'alcool, puis ça va vous dire le nombre de millilitres. Moi, je vous conseille, prenez vos beaux verres de d'habitude, mettez le nombre de millilitres, puis là, dites « Ah, c'est ça un verre standard. » Après ça, vous choisirez bien d'en mettre comment vous voulez, mais vous saurez que peut-être qu'il y a un verre et quart ou un verre et demi dans ce que vous servez à vos convives ou ce que vous recevez au restaurant. Parce que souvent, au restaurant, ils veulent vous en donner pour votre argent, mais c'est plus qu'un verre standard. Donc, si vous utilisez notre autre outil bien populaire qui est le calculateur pour calculer votre alcoolémie, la question numéro 2, c'est combien tu as bu de verre? Bien, combien tu as bu de verre standard? Marquez pas 1 si votre verre t'est plein jusque-là. Marquez 1,5, 1 écart. Puis évidemment, l'alcoolémie va se calculer en fonction de... Et c'est important de savoir ce qu'on ingère, en fait. Et comme tu évoquais, ben là, une bière et demie ou une consommation et demie, puis là, tu les ajoutes. Les et demi, évidemment, ont une incidence importante quand on tombe à 3, 4, 5 consommations, si jamais on se rend là. Mais justement, pour rester un peu dans la même veine, Geneviève, avec toi, la consommation modérée, tu sais, en plus, vous le dites, la modération a bien meilleur goût, mais c'est quoi une consommation modérée? Parce que tout le monde a une espèce d'interprétation différente. Effectivement, et il fut un temps, parce que l'évolution de la science, hein, on n'arrête pas le progrès, comme on dit, donnait des normes de consommation à faible risque. C'est d'ailleurs ce qui est encore en vigueur, autant auprès de Santé Canada que de l'Institut de la santé publique au Québec. Alors, et par contre, on sait que la science évolue, je viens de vous le dire. Donc, on va plus vers une notion de chaque individu n'est pas égal face à l'alcool. On a notre santé physique, notre génétique, notre historique médical, tout ça vient jouer. On est fatigué. On a notre santé mentale qui vient jouer, puis on a notre santé sociale. Alors voilà pourquoi chez Éduc-Alcool, depuis à peu près 2 ans, on vous invite à vous poser 3 grandes questions. La première, pourquoi je bois? Je remets ça dans le contexte des parties des fêtes. Est-ce que je bois pour célébrer, pour déguster, pour être entre amis, ou je bois pour passer à travers le party? Pas la même chose. Alors, quand la mais les deux existent. Oui. Mais les deux existent. Alors, après ça, dans quel contexte je le fais? Est-ce que, justement, je le fais en cachette parce que je veux pas que les gens voient que je suis en train de boire au party, ou je le fais de façon très ouverte, un verre à la main, j'alterne, puis bon, pas de souci. Déjà, 2e élément pour réfléchir à sa relation à l'alcool. Et le 3e, et non le moindre, quels sont les effets de ma consommation? Le lendemain, est-ce que je regrette? J'ai-tu mal à la tête? Est-ce que j'ai dit des choses? Est-ce qu'il y a des photos que je dis « Oh mon Dieu, je peux pas croire que ça risque de se retrouver sur les réseaux sociaux? » Est-ce que ça a fait des petites chicanes? Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent nous dire ta relation à l'alcool a des impacts sur ta santé mentale, ta santé physique et ta santé sociale. Et c'est ça bien plus qu'un chiffre. Et c'est pour ça qu'on fait confiance à l'intelligence des gens aussi pour réfléchir et trouver leur juste mesure. Joyeux Noël et bonne année. Et la modération, bien meilleur goût. Merci. J'ai eu mon cadeau avant Noël. Merci beaucoup, Geneviève Deshôtels. Ça me fait plaisir. Au revoir. 2 ouvrages qui sont disponibles pour nos jeunes, d'ailleurs à l'approche du temps des fêtes. C'est 2 belles suggestions cadeaux. On a l'autrice et l'illustratrice de ces 2 livres, soit Filigon, le beau mouton, et Smoothie, la petite souris. Et c'est Isabelle Demers qu'on trouve avec nous par le truchement de la technologie. Salut Isabelle! Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien. Pourquoi la littérature jeunesse, pour toi, semble être un motivateur ou un élément de création qui est porteur de belles histoires? Pourquoi? Moi, à la base, j'ai une formation en graphisme. Puis j'ai dit, dès le départ, je savais que je voulais me tourner vers l'illustration. Puis quand j'ai eu mon premier petit garçon, quand j'ai vu l'enthousiasme qu'il y avait quand on lisait des lectures, on avait cherché beaucoup de livres à la bibliothèque, hein, puis il était tout le temps très enjoué. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi je m'y mettrais pas, moi aussi, à faire des créations
pour mes enfants à la base, puis après, ben, pour tous les enfants, finalement, là. J'imagine que tu as testé. C'est comme ça que... Ouais. Et j'imagine que tu as un peu testé avant d'y aller de propositions auprès d'un éditeur. T'as-tu testé un peu tes histoires, un peu ton imaginaire à tes propres enfants qui ont été les premiers juges ou critiques? Ben oui, on a toujours fonctionné comme ça. Hein? Je leur raconte des histoires, ils commentent. Même chose pour les dessins, je leur montre toujours mes dessins. Puis souvent, mon garçon, il est rendu grand maintenant, mais il y a toujours son petit commentaire. Il me dit, ben maman, ça, je comprends pas, mais ça, telle couleur, il me semble que ce serait plus beau. on fait une belle équipe, là. Ouais. Et ça arrive pas si souvent que ça qu'on a, ou du moins à tous les ouvrages pour la jeunesse, qu'on a à la fois une autrice qui est capable aussi d'être prolifique sur le plan de l'illustration. Pour toi, tu l'as dit, ta porte d'entrée, c'était l'illustration. Par la suite, je comprends un peu l'auteur qui s'est manifesté en toi. De quelle façon penses-tu que ça nourrit l'un et l'autre dans ton rôle d'écrire des histoires, de les illustrer pour la jeunesse? Ben moi, à la base, j'ai plein d'images dans ma tête. Je réfléchis en images. Donc, quand j'écris une histoire, je vais commencer par les mots, mais automatiquement, j'ai les images qui surgissent dans ma tête. Donc, les deux vont continuellement de pair ensemble. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'essayer d'expliquer une image à un illustrateur externe qui ne comprend pas nécessairement ce qui se passe dans ma tête. Là. Donc, je trouve ça beaucoup plus facile comme ça. Okay. Il y avait quelqu'un qui disait « Dans ma tête, je vois des libellules, pas toi, non? » Oui, je t'en vois des fois. Il y avait Patrick Gros qui disait ça avec son personnage. Toi, t'en vois, mais c'est sain d'esprit. Mais si on y va un petit peu plus loin, ce premier livre que je tiens entre mes mains, donc Filigon, le beau mouton, raconte-nous l'histoire de ce Filigon. Présente-le-nous pour nos familles qui nous écoutent. Bien, Filigon, c'est la première histoire que j'ai écrite. En fait, c'est l'histoire d'un petit mouton qui, lui, est très, très populaire auprès du fermier. Hein. Il est joli, il gagne tous les concours. Mais malheureusement, le fait qu'il soit si choyé par le fermier, ça fait que les autres animaux sont jaloux. Donc, il n'y a pas d'amis. Et lui rêve d'avoir des amis. Tout simplement, il rêve d'amitié. Et un jour, les oiseaux migrateurs, ils prennent leurs envols et un petit oiseau qui tombe. Alors, Filigon, il va le secourir et il l'emmène passer la nuit dans une grange où il fait très froid. Alors, notre petit oiseau, il a froid et Filigon décide de le réchauffer. Donc, il va prendre sa laine pour tricoter un manteau à l'oiseau. Donc, il va sacrifier sa beauté et ce qui fait de lui un être si merveilleux pour le fermier. Donc, il va sacrifier tout ça pour sauver un petit ami. Donc, à ce moment-là, les deux animaux, ils se lient d'amitié. Et Filigon, il découvre le don de soi et le partage. Donc, important. Puis suite à ça, les autres... Oui. Non, mais ouais, termine, puis je te relancerai par la suite. Bien, suite à ça, les autres animaux, ils se rendent compte qu'il n'est pas juste quelqu'un de beau, qu'il est capable d'avoir des sentiments, il est capable d'avoir des belles valeurs aussi. Donc, important pour toi d'avoir à travers tes livres aussi des messages de réflexion et je comprends de manière ludique, mais quand même d'avoir aussi un message pour nos enfants et nos jeunes générations. Oui, oui, c'est important de les aider à bien grandir. Et là, parce qu'on a encore le temps et je veux que les gens puissent aussi découvrir un autre livre qu'on voit actuellement à l'écran, Smoothie, la petite souris, son histoire à ce livre-là pour nous tenter également de pouvoir se le procurer. Oui, cette histoire-là, elle parle de l'acceptation d'être soi. Hein? On est tous des êtres uniques. Donc, la petite souris, elle voit un hibou, elle le trouve très beau. Elle veut être pareille comme lui. Donc, elle va transformer sa personnalité afin de plaire à quelqu'un d'autre. Hein? Les jeunes ont tendance à faire ça beaucoup là, quand ils sont au début primaire. Là, et la reconnaissance dans le regard des pairs est très importante. Donc, la petite souris, elle décide qu'elle veut vraiment devenir un hibou parce qu'elle le trouve vraiment trop cool, jusqu'à temps qu'elle soit confrontée à la réalité de qu'est-ce qu'un hibou. Un hibou, ça s'est volé. Un hibou va manger des vers de terre et tout ça. Donc, elle se lie d'amitié avec, mais là, quand elle est confrontée aux choses qu'elle ne peut pas faire,
elle est obligée de se dévoiler, de lui dire non, je suis vraiment juste une petite souris finalement. Et là, elle réalise que le hibou, il l'aime pour qui elle est et non pour qui elle fait semblant d'être. Oh. Donc, l'importance de rester soi-même est très, très, très importante. C'est de ça que c'est important. Non, mais je trouve ça intéressant parce que même pour les parents, non, mais pour les adultes, ça envoie un message aussi qui peut être porteur, pour vrai, sans flagornerie, pour vrai. Je trouve ça intéressant comme avenue et comme réflexion à travers tes livres. Puis, est-ce que pour toi, tu as d'autres projets de littérature jeunesse ou de littérature, peu importe le genre, là? Oui, oui. Ben oui, j'illustre avec la maison Papillune, la maison d'édition Papillune. J'illustre aussi avec la maison d'édition Caramello. Puis avec certains particuliers, des fois, qui me demandent de faire des illustrations pour eux. Donc, puis j'ai d'autres projets d'écriture qui vont bon train, là, ils sont dans ma tête, puis ça va bien. Bien, on va surveiller ça. Entre-temps, on peut se procurer, et je suis allé voir sur le site, on peut se procurer les 2 livres sur le site de l'éditeur Papillune. Dans les librairies, j'ai l'impression aussi? Oui, on peut les commander dans les librairies. Avec grand plaisir. Et Isabelle Demers, merci beaucoup d'être passée à notre émission, d'être venue d'ailleurs nous donner de belles suggestions littéraires pour la période des fêtes et des cadeaux de Noël, pourquoi pas pour nos enfants qui sont à l'écoute actuellement, les parents ou les grands-parents. Soyez, je pense, avertis, c'est de très bons jeunes volumes pour vos enfants. Merci beaucoup à toi et de joyeuses fêtes aussi. Hey, joyeuses fêtes! Merci beaucoup! L'organisme Culture pour tous qui lance une vaste campagne partout à travers le Québec. On veut vous solliciter les jeunes à l'écoute. Sinon, vous en connaissez. On veut que vous soyez alerte. Et c'est l'initiative Culture Tue. On est là pour en jaser avec Michel Vallée, qui est PDG donc de Culture pour tous, qui mène cette initiative. Et l'humoriste comédien Richardson Zephyr, qui en est l'ambassadeur, mais qui est surtout lavallois, qui d'ailleurs a pris ses racines dans Vimont, chez nous, sur le territoire lavallois. Salut à vous deux! Bonjour. Salut. Salut. Richardson, excuse-moi, tu me fais rire. Il n'y a pas de problème. Tu me fais rire. Un de mes humoristes préférés, puis c'est sans flagornerie que je dis ça. Je vais demeurer un peu sérieux pour notre conversation. Et pourquoi moi, j'ai essayé de ne pas être trop étonnant. Ah, OK, c'est bon. Je ne garderai pas là-dessus. Moi non plus, je ne garderai pas là-dessus, surtout pour notre dernière de la saison. On dirait que ça peut déraper des fois. Donc, pourquoi tu as accepté ce rôle d'ambassadeur? Ben moi, ça m'a fait plaisir. Écoute, surtout que la campagne était beaucoup ciblée auprès des jeunes. Puis moi, j'aurais aimé ça être jeune, qu'il y ait des campagnes comme ça. Donc, j'ai décidé de moi aussi mettre la main à la pâte. Il commence à être tendant, là. Michel, parce qu'on peut se permettre, on avait déjà établi ça pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est l'initiative Culture Tue? Culture Tue, c'est une volonté de donner la voix aux jeunes sur la culture québécoise. Je ne sais pas si tu te souviens, Alexandre, il y a plusieurs mois déjà, on a appelé un événement le Vérogate. Quand il était sorti comme quoi les étudiants d'une classe qui avait été questionnée sur la culture québécoise ne connaissaient pas leur culture. Ouais. Nous, au même moment, on était en train de pondre ce projet-là. Puis, ça a juste teinté, je dirais, ou plutôt, ça a juste assis la volonté d'entendre les jeunes, d'arrêter de penser pour eux, d'arrêter de penser que voici ce que les jeunes veulent. Dites-le-nous. Et on va vous écouter. Et c'est ça qu'est la campagne Culture Tue, c'est de donner la voix aux jeunes sur ce qu'est la culture, sur ce qu'est l'identité, sur ce que sont les arts dans leur vie et de quelle façon cette culture-là est au quotidien, au jour le jour, je dirais, minute par minute dans leur vie. C'est vraiment inspirant. D'ailleurs, dans ces questions qu'on leur soumet, quel genre de questions auxquelles devront répondre, là? Ben, en fait, il y a 2 portions à la Culture Tue. Il y a la portion sondage qui vient tout juste de se terminer. Donc, à travers le Québec, les jeunes étaient invités à répondre à un sondage. Et au préalable, avec l'aide de Richardson, il y a eu, entre autres, des jeunes qui ont fait des capsules vidéo incroyables pour nous amener la réflexion de ce que c'est pour eux la culture. Quand on a fait ces tournages-là et quand on a demandé aux jeunes de la maison de nous envoyer des vidéos, on lançait des questions très larges, parce qu'on ne voulait pas teinter leurs réponses. Quand on a pensé, entre autres, à les questionner sur c'est quoi l'identité, c'est quoi la culture chez toi, c'est quoi la culture en général, on a été soufflé, Alexandre, par la réponse des jeunes. C'est quoi les réponses, Les réponses, écoute, c'est complètement fou, là. Les jeunes parlent de la culture, bien entendu, qui rythme leur vie, de la musique, des arts,
mais parle aussi de la façon dont on laboure nos champs dans certaines régions du Québec. À ce point? À ce point-là. Ah oui. Parle aussi de ce que les parents ont transmis aux jeunes, de ce que la collectivité, les amis leur transmettent, des rencontres qu'on fait avec l'autre, de la rencontre des différences de l'autre. Et ça nous a soufflé. Que les jeunes nous ramènent cette importance-là de comprendre la culture pour aussi les disciplines artistiques, mais aussi tout ce que c'est comme identité. Ouais. Mais tu sais, est-ce que, parce que souvent on dit que la culture d'un peuple ou le point de ralliement, c'est sa langue. Ouais. Nous, c'est le français. Ouais. On fait état souvent, malheureusement, surtout dans les centres urbains, comme Laval, comme la grande région de Montréal, que malheureusement, ça s'érode l'utilisation du français. Et on expose souvent que les jeunes, parfois, ils vont d'un lexique franglais, bilingue, parfois on bifurque vers l'anglais, parfois vers le français. Est-ce que c'est ce que vous avez, vous deux, constaté dans votre quotidien, mais aussi évidemment dans le cadre de cette campagne-là? Est-ce qu'il y a fait un peu... Moi, quand j'ai fait des journées avec les jeunes, des journées d'atelier, tu sais, c'est pas ce que j'ai constaté. Je crois que ça va dépendre d'où tu vas, mais les jeunes vont parler de la culture autant que de l'art, autant que c'est leur identité, autant que tu vas avoir un jeune qui fait de la musique, autant tu en as un autre que c'est un jeune, mais que lui, il travaille dans le musée, puis sa passion, c'est la muséologie. Fait que on est surpris, là. On est surpris d'à quel point il y a des jeunes qui sont dedans, puis qui sont activement dedans, puis qui sont passionnés. Fait que c'est ce que j'aimais de la campagne, surtout la culture tue, de poser la question aux jeunes, puis qu'ils répondent. Fait que c'est là qu'on est surpris, là, qu'on voit qu'ils sont engagés, puis qu'il y en a qui sont passionnés là, par la culture, puis qui ont leur opinion. Ouais. Puis on a, nous, une vision de la langue française chez les jeunes, parce que souvent, on s'arrête à quelque chose qui est plus stigmatisé. Mais c'est pas un bloc. Hein. Ouais. Nos jeunes ne sont pas un bloc. C'est en mouvance aussi. C'est en mouvance. Ouais. Et les jeunes nous apprennent aussi à faire vivre la langue d'une façon différente. Je ne parle pas nécessairement avec des expressions anglaises. Je parle d'une façon différente aussi qui nous amène à redécouvrir notre français. Et je pense que les jeunes sont beaucoup plus attachés à la langue française qu'on peut le croire. Bien, tant mieux. Je ne suis que vraiment conquis par ce que vous venez de nous parler, parce que c'est un souci de tous les instants. On doit la protéger. Là, oui, c'est sûr. Puis je veux dire, faut aussi, je pense, l'encenser, la valoriser, notre langue sur toutes les plateformes. Puis en même temps, est-ce que, puis là, je vais peut-être parler, je vais sortir peut-être un peu du rôle d'ambassadeur, puis connecter avec l'humoriste, puis avec aussi le comédien que tu es, Richardson, mais est-ce que aussi on fait... Parce que des fois, ça ressort dans les conversations. Les jeunes ne se sentent pas concernés par ce qu'on fait comme émission de télé, par exemple. Donc, on peut les rejoindre sur d'autres plateformes. Mais est-ce que aussi on fait de la télé pour eux? Est-ce que justement, on devrait plus faire des choses pour eux aussi, côté produit ou contenu, du moins? Oui, ça, c'est une bonne question, là. Ça, c'est sûr. Mais... Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux médiums qui sont nés, là, pourquoi que les jeunes puissent s'exprimer. Là. Puis je pense que la culture, elle voyage, puis elle sort de nos cachettes ou de nos esprits à travers la langue là, aussi. Elle voyage beaucoup. Là, fait que je pense que ça va ensemble. Là. Mais moi, de répondre à la question, est-ce qu'on en fait assez pour eux? Bonne question. Puis qu'on en fasse assez ou non, ben tu sais, ils vont en faire. Mais parce que je pense qu'au Québec aussi, c'est tellement vrai. Ben oui, ils la font, la culture. On la voit sur le site Internet de Culture Tue. Allez voir les capsules qui sont là. On met en valeur des pratiques incroyables pour les jeunes qui sortent vraiment des cadres habituels là, qu'on a. Puis un jeune au Québec, on va se le dire, peut-être que les gens ne le savent pas, mais si quelqu'un veut se lancer en humour, au Québec, je comprends que c'est un travail, c'est ardu, faut y mettre, comme tu le fais, si bien de l'ardeur, puis il faut avoir un sens comique, tout ça, mais n'en demeure pas moins qu'il y a tellement d'open mic, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de façons de pouvoir qu'en France, par exemple, l'humour n'est pas valorisé de la même façon. C'est plus la chanson qui est valorisée que l'humour, par exemple, où c'est presque considéré comme des troubadours, ou presque, quand on, tu sais, concernant l'humour. Au Québec, on a quand même cette chance d'avoir des plateformes et des leviers aussi pour que nos jeunes puissent, la nouvelle génération, s'exprimer. Je peux dire que c'était comme, si je retourne 10-15 ans en arrière, il n'y avait pas cette plateforme-là. Elle a été créée. Je veux dire, moi, j'ai créé beaucoup de soirées d'humour. J'ai une soirée d'humour à l'avant, que j'ai créée sans passer par une industrie ou
Donc, même chose en France, comme si on retourne 10-15 ans en arrière, il n'y avait pas de plateau d'humoristes, de stand-up. C'était vu un peu comme bizarre, le stand-up. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, si ça n'existe pas, puis si les gens ne sont pas représentés, ben les gens vont le créer. Ouais. Comme moi, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Alors, et c'est ce que les jeunes, je pense, sont en train de faire là, quand on voit les nouveaux open micers, les nouveaux humoristes qui font du stand-up. Je pense qu'il y a cette conscientisation, comme l'ont fait... Les balados. Ben oui, exactement. Les podcasts, les balados, c'est un autre modèle d'expression qui est venu pour nos jeunes, puis je pense qu'ils adhèrent beaucoup. L'effet qui a commencé. Hein. Oui, exactement. Ouais. À pointe de l'iceberg. Oui, ben... Comment garder mon sérieux? Je me ramène. Mais Michel, parce que aussi, culture... bon, on parle de l'initiative Culture Tue, mais Culture pour tous, c'est quoi? Pour l'expliquer aux gens aussi. Culture pour tous est né des Journées de la culture. On est d'ailleurs beaucoup plus connus pour cette activité phare-là, les Journées de la culture, qui sont rendues à 27 ans maintenant. C'est la 27e édition en septembre dernier. Les Journées de la culture qui ont toujours lieu le dernier vendredi de septembre et les 2 journées suivantes. Cette année, par exemple, Alexandre, c'était 3000 activités, près de 3000 activités en 3 jours seulement dans les 17 régions du Québec. C'est gratuit. On travaille avec 1100 partenaires de toutes les régions. Et donc, les Journées de la culture, c'est une grande fête de la culture, mais de la culture de proximité, de notre identité, de la culture qu'on embrasse comme citoyen culturel et qu'on décide de partager. On a d'autres programmes également, un programme dont on est très fiers, le Réseau d'écoles culturelles Hémisphère, qui en ce moment a 21 écoles à travers le Québec, donc dans 14 régions, où les professeurs et les enseignants, donc les équipes écoles, sont coachés, reçoivent de l'aide pour pouvoir intégrer la culture dans toutes les matières de l'école, pour que les référents culturels locaux deviennent la base de l'éducation des enfants, par exemple. Et on a également d'autres programmes, comme programme magnifique avec le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, dans les bibliothèques du Québec, dans certaines bibliothèques du Québec, pour créer des actions de médiation culturelle, pour créer la rencontre entre les nouveaux arrivants et leur collectivité d'accueil, dont ici à Laval, d'ailleurs. On pourra s'en parler. Ben oui. Un projet spécial dans ce cadre-là qui s'appelle Racines plurielles. Bref, des programmes, des actions avec des partenaires de partout à travers le Québec, les conseils régionaux de la culture, les villes, les organisations, exactement, pour faire en sorte que tout le monde au Québec se rende compte que la culture fait partie de notre vie au quotidien et s'engage envers cette culture-là, envers notre identité, puis envers la rencontre de l'autre. J'adore ce message. Puis évidemment, les liens seront mis incessamment au bas de l'écran à la fin de notre conversation, mais je ne pouvais pas terminer cette conversation parce que Richardson, on a la chance de t'avoir avec nous. Puis en plus, je le disais, ça a été ma prémisse à notre conversation. Tu es un Lavallois, tu as grandi dans Vimont, tu as fréquenté, si je ne m'abuse, l'école Les Explorateurs, l'Odyssée des jeunes, l'Horizon Jeunesse aussi au secondaire. Partage-moi un souvenir de ton Vimont, là, en terminant. Sortons avec ça, un petit souvenir de Laval. Pour toi, peut-être sur le plan culturel, peut-être, pour toi. Wow! Plan culturel, ben, je sais pas, Laval, c'est là que j'ai commencé à faire de l'impro. Je fais beaucoup d'impro à Laval. Je me souviens aussi que, bon, c'est pas une anecdote drôle, mais quand j'étais jeune, on allait beaucoup à la Cité de la Santé. Il y a un terrain, il y avait un panier de basket en arrière, puis on avait souvent joué là. Puis là, les malades sortaient, puis là, on jouait avec eux autres. Puis, un petit souvenir comme ça. Oui, exact. C'est un bel exemple de rencontre. Ouais, c'est ça, c'est une rencontre. Un bel exemple de rencontre avec les gens. Mes souvenirs, c'est ça, de Laval. Ben, surtout, bon, moi, j'ai grandi, fait que ça s'est beaucoup construit, Laval, développé. Fait que je me souviens aussi de partir en vélo dans les champs comme une demi-journée, puis prendre l'autre demi-journée pour revenir, là, tellement que... À l'époque où il y avait des champs. Aujourd'hui, c'est des maisons, là. Les champs qui n'existent plus. Exactement, ouais. C'est ça, c'est une autre époque, mais quand même, souvenir d'impro, parce que ça fait partie de ta vie, là. C'est ça qui t'a construit quasiment en tant qu'artiste, je pense, l'impro. Beaucoup, c'est là que tu as compris ton sens comique. Donc, le secondaire, par exemple, à Horizon Jeunesse, est-ce qu'on peut dire que ça a été tes premières montées sur scène? De secondaire 1 à secondaire 5, là, j'en ai fait dès Odyssée des jeunes, là, une fois par semaine, puis après ça, Horizon Jeunesse, 2-3 fois semaine, puis les tournois, tout mon secondaire abusivement. La belle époque de l'impro, où à l'époque où le pot n'était pas légal. Ouais. Hey, non. C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, ça. Oui, mais c'est évidemment un grand plaisir de vous avoir accueillis. Merci beaucoup. Tous les liens, je le rementionne, sont au bas de l'écran pour connecter avec Culture pour tous. Et bien sûr, on suit ta carrière ces prochains mois.
toujours j'ai vu, il y a toujours des dates pour ton spectacle stand-up. Mon one-man show jusqu'au mois de mai 2024, j'ai des dates. J'anime une soirée d'humour tous les lundis de rire à Laval, tous les lundis aux Insulaires Microbrasseurs. Merci d'être passé, à très bientôt. Ça fait plaisir. Merci. Évitons les excès, peut-être quand même tout en faisant et en ayant ce désir de bien manger et de redécouvrir le plaisir de manger peut-être autrement. C'est une belle initiative, en tout cas, que le Musée de la santé Armand Frappier nous soumet, et c'est la directrice générale Guylaine Archambault qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Alex. Merci d'être avec nous pour cette dernière de la saison. Est-ce que j'ai bien lancé le sujet? Est-ce que je l'ai bien campé dans l'état d'esprit dans lequel on va se projeter aujourd'hui? Oui, donc je vais vous parler du plaisir de manger, du plaisir de bouger. Aujourd'hui, on s'apprête à vivre le temps des fêtes, à vivre peut-être des périodes d'excès un petit peu. Hein? Est-ce que vous vous en permettez des fois? Bien sûr, oui. Bien sûr. De quel ordre, mettons, son jase, là? Oh, écoutez, j'aime bien la bûche de Noël. Ça fait partie de notre tradition. Oui, les biscuits de Noël, les petits sablés à la vanille. Oui, ça fait partie. Les odeurs aussi, hein? Ah oui. Qui sont rattachées à ça. Des odeurs de cannelle. Pain d'épices. Oui, absolument. Donc voilà, les sucreries, les petites douceurs, quand on en mange, quand on en ingère, ça active les régions du cerveau associées à notre système de la récompense. Et ça implique ensuite la production de dopamine, le fameux neurotransmetteur, voilà, lié au plaisir. Et la dopamine nous permet de mémoriser ces stimuli liés au plaisir. Alors, il peut y avoir là une installation quand on mange très fréquemment là, des sucreries. Là, il peut y avoir un phénomène de dépendance qui s'installe. Et de la culpabilité par la suite aussi. Mais il ne faut pas. Mais on essaie de le déjouer en profitant aussi de d'autres aliments qu'on apprécie beaucoup. On évoquait les épices, ça, dépendamment des saisons, à l'été, les fines herbes, etc. Et puis, les experts catégorisent le plaisir de manger en deux types de plaisir. OK, lesquels? Oui. Donc, il y a le premier plaisir, là, la désignation m'échappe momentanément. Voilà, le plaisir viscéral qui est lié donc à la satiété, au plaisir vraiment de consommer, de manger, l'acte de se nourrir. Puis, il y a le plaisir épicurien. OK. Celui-là. De découvrir, là. Oui, donc de découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux plats. Est-ce que de les partager? Oui. Exactement, partager, manger ensemble, socialiser. Et cet aspect, ce plaisir-là épicurien, lui, il n'engendre pas de dépendance. Alors, il est vraiment dans le bien-être. OK, parce que là, il y en a certains qui voudraient peut-être se trouver une porte de sortie pour dire, OK, j'ai peut-être abusé en mangeant une deuxième pointe ou une troisième pointe, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de peut-être raison derrière ça. C'est vraiment juste nous qui abusons, ou du moins qui avons à s'auto-flageller, je vais le dire comme ça, entre parenthèses. Là. Non, écoutez, c'est simplement que c'est physiologique. Oui, okay. C'est un fait, c'est physiologique. Et puis voilà, donc quand on parle d'ingérer des calories qui sont très importantes pour notre santé, on parle aussi de dépenses, d'énergie, de calories. De bouger. Bouger, l'activité physique, ça fait partie de notre quotidien, puis c'est tellement important. On se le partageait, oui. Donc, c'est important pour la santé physique et mentale. Alors, quand on bouge, et puis donc, si certains d'entre nous pensons à une remise en forme, il faut y aller tout doux. Si on n'a pas bougé depuis un moment, on consulte un expert auparavant et on y va par étapes, graduellement, exactement. Mais donc, c'est très favorable à la santé. Donc, être debout, c'est un petit peu mieux qu'assis. Marcher, mieux que être stationnaire. Puis courir, si on le peut, ben c'est aussi préférable. Et donc, c'est favorable à la santé cardiovasculaire que de bouger, à la santé des os, la santé musculaire aussi. Mentale aussi. La santé mentale. Ah oui. Voilà, quand on bouge, notre cerveau produit des neurotransmetteurs, donc des endorphines, de la sérotonine, donc des neurotransmetteurs qui sont liés vraiment au bien-être. Là, vous me voyez, moi je m'imagine à la fin d'une course, on a partagé notre passe-temps, la course, oui. La course à pied. Donc, on se sent tellement bien. Oui, après avoir pratiqué un sport, ces neurotransmetteurs-là, ils ont des effets antidépresseurs, ils ont des effets liés à la régulation de l'humeur. Puis bouger, ça fait aussi en sorte
qu'on ressent moins le stress. Il y a moins de production de cortisol, l'hormone du stress. Ça a un effet aussi sur l'estime de soi. On se sent bien dans notre peau, dans notre tête. Et puis, ça nous mène à sortir. À socialiser avec les gens. À socialiser, briser l'isolement, le sentiment d'appartenance, si on fait partie d'un groupe, d'une équipe, etc. Alors, plein de belles raisons là, de bouger. Et c'est peut-être un peu factuel dans notre contexte, dans notre conversation, mais de la musique aussi. On sait tellement le bien-être pour la santé, la musicothérapie, écouter de la bonne musique tout en marchant à l'extérieur, en courant, peu importe ce qu'on fait comme sport. Mais je pense que ça, en tout cas, c'est un petit ajout que je voulais glisser dans notre conversation. Puis je voulais qu'on prenne le temps qui est encore à notre disposition pour inviter les familles à visiter le musée durant la période des fêtes, parce que vous êtes ouverts, là. Oui, donc il y a toujours nos expositions à visiter, notamment Manger, l'exposition qui nourrit. En marge de cette exposition, les petits, les familles peuvent se transformer en lutins en cuisine, mesurer des éléments. Puis oui, je vous apporte un exemplaire, donc une galette, un exemplaire de ce qui sera remis aux jeunes qui viendront mettre la main à la pâte. Voilà, donc des galettes en pot. Alors, il n'y a qu'à ajouter 85 grammes de beurre ramolli et un œuf. Et hop, on a environ 8 galettes aux pépites de chocolat. Oh. Plein de réconfort. La prochaine fois, il va falloir que vous en apportiez, par exemple. Oh, non. Oui, mais je vous l'offre pour du plaisir en cuisine, ou encore pour l'offrir à quelqu'un de votre entourage. Ça s'appelle se téter un cadeau. Mais pour la dernière. Mais il nous reste encore une minute ensemble, Mme Archambault. Vous êtes ouvert pendant la période des fêtes. Est-ce qu'il y a des horaires qui changent? Ou, Oui, donc la programmation des fêtes, elle commence le week-end du 16-17 décembre et ça se poursuit à partir du samedi 23. Et donc, jusqu'au 7 janvier. Et on fait relâche, donc 25, 26 et puis 31 premier. Donc, logiquement, pour les deux week-ends qui nous mènent, ou les deux, les fériés, oui, c'est ça, Noël et Jour de l'An, là, exactement. Exactement. Et on peut voir sur notre site web, si on veut un petit rafraîchissement, tout est là. Parfait. Et évidemment, c'est une belle occasion de se procurer un cadeau, d'offrir un cadeau venant du musée Armand Frappier, musée de la santé Armand Frappier. Je pense que c'est une belle occasion de... boutique, on vient de recevoir de nouveaux effets, notamment des fruits et légumes en peluche. Adorables, des crayons à l'effigie, des aimants pour le réfrigérateur à l'effigie de l'exposition. Et puis voilà, on peut offrir des certificats cadeaux pour inscription au camp, pour une visite au musée. Alors, on peut faire un panier cadeau en venant au musée. Joyeuses fêtes à vous et à toute votre équipe. Merci. Merci beaucoup. Vous aussi. Martine Larose, on se connaît bien. Vous la connaissez peut-être, vous, parce qu'elle a participé à quelques émissions, dont, entre autres, Survivor Québec récemment sur Nouveau lors de la première saison printemps dernier. Mais aussi une autre, Le Lot du Diable. Moi, je me rappelle de ça aussi. Martine Larose, salut! Salut! Puis bien sûr, ton balado qu'on va parler, qu'on peut voir sur ta casquette. Mais est-ce que, justement, Le Lot du Diable... Parce qu'on faisait dans Lot du Diable, pour ceux qui se rappellent, des épreuves. Il fallait user de stratégies. C'était plus la colonisation. Oui, c'est ça. Dans le concept, mais dans la pratique, il y avait un peu un fond de survie. De survie. Exactement. Exact. Mais c'est drôle que tu en parles parce qu'il y a vraiment comme 7 ans entre les deux. Et moi, quand je me suis inscrite au Lot du Diable, c'était vraiment parce que c'était mon rêve de faire Survivor. Et dans ma tête, jamais, au grand jamais, Survivor serait arrivé ici au Québec. Alors, je me dis, c'est la chose la plus proche qui va ressembler à Survivor. Alors, je m'étais inscrite et avec grande chance, j'ai pu participer à ça, qui était une très belle expérience aussi. Mais là, quand j'ai vu Survivor, je me dis, oh non, c'est pas vrai que je vais pas rater le... Non. Donc, quand j'ai vu ça passer, j'ai même pas réfléchi, je me suis inscrite sans jamais penser. Puis c'est drôle parce que dans les deux télé-réalités que j'ai fait... D'ailleurs, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que le Lot du Diable t'a appris et qui t'a bien servi pour Survivor Québec? Dans le Lot du Diable, c'était ma première survie. C'était vraiment la première fois, même si j'étais une grande adepte de nature et de camping, c'était vraiment la première fois que je m'exerçais à faire de la survie. Donc, ça a été très difficile. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à traverser la survie. À m'adapter dans le Lot du Diable. Rendu à Survivor, pour moi, cette partie-là était déjà complétée. Puis je te dirais que par chance, parce que c'est deux téléréalités qui sont totalement différentes, même si ça regroupe la survie dans les deux cas. Mais dans Survivor, les épreuves et le jeu social est tellement plus à un niveau tellement élevé
que je pouvais comme checker la partie survie, pour moi, ça me stressait pas parce que je savais que j'étais capable de le relever. Tu n'aurais pas pu faire, est-ce que si j'avance, que si tu n'avais pas fait l'eau du diable, tu n'aurais peut-être pas pu faire sur le plan d'être aussi solide, ancré, confiance en toi, peut-être Survivor Québec? Je te dirais que la vie est bien faite pour ça. J'ai vraiment l'impression que ça m'a préparé à faire un meilleur jeu dans Survivor. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de Survivor Québec, pendant, après? Comme je te pose la question à multiples développements, là. Oh mon Dieu, il y a tellement d'étapes dans Survivor, autant de préparation avant, durant Survivor qu'après. Et chaque période, même si on la vit avec beaucoup d'excitement, on est très... moi, c'était un rêve que je réalisais, donc il y avait beaucoup d'excitement. Quand j'arrivais sur les lieux, j'étais comme un peu... estomaqué de voir l'ampleur de la production. Des épreuves? Mais je te dirais que le côté, je pense, le plus difficile, moi, étant une personne très... moi, je suis très bonne dans la vie. Là, je m'entoure de gens très bonnes. Puis je te dirais que la partie la plus difficile, c'était le côté où tu dois mentir dans la face du monde. Tu dois jouer l'hypocrite. Oui, tu dois garder ta place. Mais oui, tout à fait. Puis je connaissais très bien le jeu. Fait que je savais que ça devait être ça, mais de le savoir, de l'écouter de ton divan, puis là, d'arriver à le jouer, je peux te dire que c'est deux mondes totalement différents et c'est très difficile et c'est très pénible à jouer. En plus, c'est une supermom dans la vie, là, ce que les gens peut-être ne savent pas. Alors, j'ai l'impression que la supermom qui veut protéger les autres, parce qu'à un moment donné, t'en viens qu'à tisser des liens avec certains plutôt que d'autres, puis pour assurer ta place. C'est difficile parce que en étant une maman de 4 enfants, tu éduques tes enfants avec des bonnes valeurs, des bonnes qualités et tout. Puis là, tu te revires de bord, puis là, tu sais que tes enfants vont t'écouter, vont te suivre, puis là, tu te dis, OK, attends, moi, il faut que je m'en aille travailler, mais en même temps, il faut que ça soit dans toi pour vraiment être capable de le faire, puis c'est pas dans moi la trahison, vraiment. Puis tu penses au fait que tes enfants, ils te voient à la télé aussi? Tu pensais-tu là-bas? Tu pensais-tu à ça aussi un peu? Tu y penses un peu, mais tu es tellement préoccupé par d'autres choses que tu es absorbé. T'oublies à un moment donné, à un moment donné, ça devient ta réalité de ton vécu sur l'île. Fait que ça ne devient pas ta priorité numéro 1. Là, j'aurais tellement continué à t'en parler parce que ça me fascine. Puis tout ça, les jeux de coulisses et tout ça, comment ça se passe, tout ça, les caméras, ça fascine tout le monde. Mais là, je veux aussi qu'on se concentre sur ta raison aussi, une des raisons pourquoi tu es ici, ton balado. Justement, avec Marika, que tu as connue. Regarde, vois-tu, c'est une belle chose qui en est ressortie d'avoir continué avec Marika. Tu sais, on s'est souvent dit, moi et Marika, si on n'avait pas été éliminés à cette période-là, à ce moment-là, ben le balado n'aurait pas justement existé parce que Marika a été éliminée, je pense, 2 ou 3 jours avant moi. Donc, elle était à l'hôtel. Donc, quand moi, je suis sortie, ben je suis allée la rejoindre. Puis, on a passé comme quasiment 5 jours ensemble. Puis, comme en tout cas, sur des restrictions, c'est quand même assez sévère, on ne pouvait pas parler d'autre chose que de la vie de tous les jours. Fait qu'on a fait une belle connexion, une belle chimie entre moi et Marika. Puis, on s'est lancé un peu le défi par après de faire ça. Puis est né justement ce balado-là. Ben, parle-nous du balado. Concept, quand les gens sont témoins des conversations, je sais que vous avez plusieurs invités aussi. Oui, on fait toujours, on a fait quelques émissions encore où justement on a la possibilité d'avoir des invités. Et notre but vraiment de ça, c'est de parler d'inspiration et de motivation. Bien-être un peu aussi, je pense. Bien, c'est vraiment la motivation, l'inspiration, c'est vraiment les deux créneaux principalement qui dominent ce balado-là, parce que quand on a sorti, c'était un peu la vibe. Je te dirais que les gens venaient souvent nous dire qu'on les avait inspirés, qu'on les avait motivés dans notre parcours de Survivor. Et c'est ce qui nous liait un peu, moi et Marika. Donc, on s'est dit vraiment, on va parler de différents sujets, de la confiance en soi, d'affronter ses peurs, avec justement des invités qui vont venir nous parler de plein de choses que eux, comment ils ont traversé certaines choses, comment ils ont vécu certaines choses. À cœur ouvert. Exactement, oui, c'est ça. Puis je pense que des fois, d'entendre parler des personnes qui ont vécu des choses, puis que tu vas à des places où qui n'ont jamais nécessairement parlé, ben tu réalises des choses, puis tu te dis, mais finalement, elles sont comme tout le monde, puis ça rationalise un peu les choses, puis ça t'aide à traverser certaines épreuves des fois. Certainement, puis M&M sans limite, donc c'est le nom facile à trouver. Est-ce qu'il y a, en terminant, peut-être un projet aussi qui pourrait en découler autre que le balado, de votre union ensemble, de votre force ensemble? Bien, tu sais, on est deux cerveaux hyper créatifs, fait que c'est sûr qu'on est parti de ça. Qu'est-ce que ça va en devenir par la suite? On est ouverte à plusieurs possibilités, on a plusieurs idées, à savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, on est peut-être un petit peu trop en avance pour en parler, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs possibilités qu'on pourrait découler. Exploiter, ou du moins envisager. Dans les prochaines années, oui, tout à fait. À surveiller sur les plateformes. Déjà, les liens sont au bas de l'écran. Hey, joyeuse fête à toi. Merci, toi vraiment aussi, puis qu'il y ait plein de followers pour vous autres en 2024 et beaucoup d'écoute aussi. Tiens, c'est ce que je vais vous souhaiter. Merci.
On est au moment de cette fin d'année. C'est l'heure des rétrospectives dans plusieurs domaines. C'est le cas aussi dans le cas du cinéma. Nicolas Vincent Poirier, chroniqueur émérite de cette émission pour votre information en termes de cinéma. Salut. Salut Alex. Content de te retrouver. C'est l'heure des bilans, ton top 3 de l'année. Un peu sans surprise. Oui. Mais... parce que je te connais un peu, mais parce que aussi c'est ceux qui ont, en tout cas pour les deux premiers, qui ont été les plus productifs ou lucratifs sur le plan des critiques ou au box-office. Ben oui, tout à fait. Barbie m'a agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce type de film-là. C'est un film, il y a de l'humour, mais en même temps... un film assez engagé, sous une certaine forme. Là. On nous ouvre les yeux sur d'une certaine façon qu'on ne l'a pas fait dans d'autres films. Et aussi le fait que Mattel, la compagnie qui produit les poupées Barbie, sont laissés aller comme ça avec, un des méchants dans le film, disons-le. En tout cas, il semble un peu méchant. Will Ferrell qui interprète le PDG de Mattel. Donc, ça prend du courage de la part de cette entreprise-là pour avoir cette image-là dans le film. Ouais, et beaucoup d'autodérision à travers ça. Énormément, énormément. Et il y a aussi le film Oppenheimer, qui est un chef-d'œuvre à mes yeux. Bon, on en a parlé la semaine passée. Mais aussi, à travers ça, ce que j'ai trouvé incroyable cette année, c'est le mouvement Barbenheimer qui est arrivé. Et pour faire ça simple, eh bien, dans la même fin de semaine, est sorti au cinéma Barbie et Oppenheimer. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être que oui, certains disent que non. Pourquoi? Parce que Warner Brothers produisait tous les films de Christopher Nolan et tout à coup, il y a eu un froid et pour Oppenheimer, Nolan a décidé d'aller vers Universal et peut-être, selon certains... La théorie se tient, en tout cas. C'est ça, selon une théorie du complot, pour mettre les bâtons dans les roues à Oppenheimer, qui est un film basé sur un personnage que pas tant de gens connaissent, contrairement à Barbie. Eh bien, tiens, Warner Brothers aurait décidé de sortir Barbie la même fin de semaine. Et finalement, eh bien, les gens se sont dit, il y a un mouvement qui s'est créé, puis bon, pourquoi pas aller voir les deux dans la même fin de semaine. Même si on est complètement dans deux champs, dans deux types de cinéma complètement différents. Mais dans les deux films, on se pose des questions existentielles sur la vie, etc. Donc, oui, il y a certaines similitudes, même si les films sont extrêmement différents. Et mon troisième film... Mais juste avant, parce que je trouve ça important de le signaler, parce qu'il y a eu les récentes nominations aux Golden Globes et ils sont nez à nez, là, parce que Barbie domine qu'une seule nomination, 9 nominations, et Oppenheimer, 8 nominations. Alors, même encore là, on est au coude à coude dans le nombre de nominations. Et je vois un parallèle à y faire avec, tu parlais du même week-end où ça a été lancé aussi. Tout à fait. Puis c'est deux gros succès au box-office et tous les gros blockbusters cette année basés sur des franchises ou des trucs qu'on connaît déjà, que ce soit Mission Impossible, Transformers, La Petite Sirène, tous ces films-là n'ont pas si bien performé que ça au box-office. Donc, le public, on s'essouffle de plus en plus de ces grosses franchises-là. On le voit par rapport au box-office et que tout à coup, ces deux films-là qui sont basés sur aucun autre film soit aussi big au box-office, eh bien, ça envoie un signal à Hollywood. Et mon troisième film, Alex, cette année, on s'entend, j'ai pas tous vu les films qui sont sortis en 2023, mais un qui m'a agréablement surpris, c'est le film finlandais Sisu. Raconte-nous parce que je ne le connais pas. Sisu, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale en Finlande. C'est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut trouver de l'or. Et le début du film, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il en trouve. C'est simple. Comme ça, la vie est belle. Il a trouvé de l'or, il s'en va à la banque et la vie est belle. Il vit le reste de sa vie dans le luxe. Sauf que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, les méchants nazis sont partout et le personnage principal, c'est pas juste un ancien soldat, mais c'est un ancien Rambo aux stéroïdes. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me semblait aussi te connaître ça, qu'il y avait quelque chose du genre. Il va massacrer absolument tous les nazis qui se trouvent sur son passage et c'est un film merveilleux. J'ai tellement senti ton amour en disant merveilleux. La confirmation et ta sincérité vient toujours me faire rire, me faire sourire. Mais chose certaine, ce qui aussi m'a plu beaucoup au cours de l'année 2023, si j'ajoute mon grain de sel un petit instant, c'est la venue
et le fait que les gens connectés à nouveau grâce aux 2 succès Oppenheimer et Barbie sont de retour dans les salles obscures pour constater le 7e art, mais aussi les films québécois. Films québécois qui ont repris de la vigueur, plusieurs films qui ont dépassé le $1 million au box-office. Et cet automne, on a eu Testament qui a continué sur sa lancée avec le prodigieux Denis Arcand, qu'on connaît comme cinéaste ayant remporté un Oscar. Puis bon, plein d'éloges à Cannes aussi pour plein de ses films. Alors, moi, de voir à nouveau le cinéma québécois rayonner, et ça promet pour 2024 avec beaucoup de nouveautés aussi. Et on va se quitter là-dessus. Pour toi, est-ce qu'on est d'accord sur un de ceux qu'on attend le plus pour 2024, Dune? Oui, Dune et aussi Deadpool. Merci à toi. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, Alex. Je vous remercie d'avoir été là. C'était notre dernière de la saison et je veux prendre le temps de vous dire que si vous voulez rattraper toutes les émissions, dont celle-ci, c'est possible de le faire sur notre chaîne YouTube. Bien sûr aussi, vous pouvez nous appuyer de votre façon. Procurez-vous une carte de bingo. On joue tous les dimanches ensemble, 9h30 cette semaine. Notamment 3 500 $, 2 300 $ pour le plus gros montant sur la carte pleine et le super bingo, 4 000 $ répartis en différents lots que vous pourriez aussi remporter. Je veux remercier tous ceux qui, tout au long de cette saison tonale, ont été là pour me faire briller devant la caméra. Normand également, là, à la réalisation, Sophie, Simon, de même que Lucette et aussi, bien sûr, Daniel et Jacques aussi qui ont vraiment contribué. Merci de votre confiance. Je vous souhaite pour la période des fêtes de prendre un temps de repos, du répit en famille, du temps de qualité, évidemment, et de cette lumière qui brille dans les yeux tout au long de l'année 2024. Donc, joyeux Noël et bonne année. On se retrouve en 2024. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Père Noël?